En 1347, une catastrophe frappe l'Europe. Non, pas une guerre, ni une famine, quelque chose de bien pire. Un fléau si dévastateur qu'il n'a pas seulement tué des millions de gens, mais il a littéralement brisé un monde pour en forger un nouveau sur ses cendres. On va voir ensemble comment la peste noire a sculpté notre histoire et comment elle a laissé un héritage auquel on ne s'attendrait pas du tout. Cette phrase, elle a été écrite par un homme qui s'appelait Agnolo di Tura, et elle est terrible. Elle nous rappelle que derrière les grands chiffres de l'histoire, il y a des tragédies humaines, d'une ampleur juste inimaginable. Un père qui abandonne son enfant, une femme, son mari. Les gens pensaient que la maladie se propageait juste par le souffle, par le regard. La terreur était absolue. 50%. C'est l'estimation de la part de la population européenne qui a disparu en moins de 10 ans. Essayez d'imaginer ça. La moitié des habitants de chaque ville, de chaque village, anéantis. C'est tout simplement la pandémie la plus meurtrière de l'histoire humaine. Un désastre si profond que beaucoup, comme Agnolo, pensaient vraiment assister à la fin du monde. Et si cet apocalypse était aussi un commencement ? Si cet effondrement total n'était pas juste une fin, mais le catalyseur violent et complètement involontaire d'une transformation radicale. Une transformation qui allait poser les bases de notre monde moderne. À l'époque d'ailleurs, on ne l'appelait pas la peste noire, on parlait de la grande mortalité. Et ce nom, aussi terrible soit-il, ne dit pas tout. Parce que cette grande mort a aussi été, paradoxalement, une force de création. Oui, elle a infesté l'Europe, c'est certain. Mais en faisant ça, elle a aussi semé les graines du changement. Alors, le coupable, la science moderne l'a identifié, c'est une bactérie, Yersinia pestis. Elle existe sous 3 formes, mais c'est la peste bubonique, avec ses fameux ganglions enflés et noircis, les bubons, qui a fait des ravages en Europe. Le mode de transmission, les puces des rats qui voyageaient tranquillement à bord des navires marchands. Tout commence en octobre 1347. 12 galères génoises accostent dans le port de Messine, en Sicile. Et à partir de là, c'est une véritable traînée de poudre. La maladie se propage à une vitesse terrifiante le long des routes commerciales. Elle engloutit l'Italie, la France, l'Espagne, puis tout le reste du continent. Pour bien comprendre la révolution qu'a provoquée la peste, il faut d'abord saisir à quoi ressemblait le monde qu'elle a détruit. En gros, la société médiévale reposait sur 3 piliers fondamentaux. Et la grande mortalité les a fait tomber, un par un. Des premiers piliers, le féodalisme. C'était un système socio-économique super rigide où tout reposait sur la terre. Le roi possédait la terre, il la donnait aux nobles, et eux la faisaient travailler par des serfs. Ces paysans, ils étaient carrément liés à la terre, sans salaire, sans aucune possibilité de changer de vie. Une structure qui semblait gravée dans le marbre. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Et puis, la peste arrive. La moitié de la main-d'œuvre est anéantie. Résultat, une pénurie de travailleurs jamais vue. Et pour la toute première fois, les survivants se retrouvent en position de force. Les paysans peuvent exiger un salaire, de meilleures conditions, ou simplement s'en aller pour trouver un seigneur qui paye mieux. Et là, l'équilibre des pouvoirs s'inverse complètement. Le servage s'effondre et l'économie salariale est née. Deuxième pilier, et pas des moindres, l'Église catholique. Son autorité spirituelle, intellectuelle était absolue. C'est elle qui expliquait le monde, qui dictait la morale, qui offrait le salut. Donc forcément, face à la maladie, tout le monde s'est tourné vers l'Église pour avoir des réponses, pour avoir la protection divine. Sauf que l'Église s'est révélée impuissante. Les prières, les processions, les pénitences, rien n'arrêtait le fléau. Les prêtres et les moines mouraient comme les autres. Cette citation d'un chroniqueur de l'époque illustre parfaitement la désillusion générale. La médecine de l'Église, sa philosophie, tout semblait absurde et faux. La foi a été profondément secouée et l'autorité de l'Église, autrefois incontestée, s'est fissurée pour de bon. Le troisième et dernier pilier, c'était la médecine, ou plutôt ce qui en tenait lieu à l'époque. Avant la peste, la médecine était une discipline très théorique, basée sur d'anciens textes grecs et romains comme ceux de Galien. L'autorité de ces vieux textes était bien plus importante que l'observation directe du patient. L'échec des médecins face à la peste a été total, spectaculaire. Leurs remèdes traditionnels ne servaient à rien. Et cette faillite a forcé un changement radical. Après la peste, on a vu une évolution vers une approche beaucoup plus pratique. Les chirurgiens, qui étaient vus comme de simples artisans, ont gagné en prestige. On a commencé à pratiquer des dissections pour comprendre le corps humain. C'était le début d'une médecine basée sur l'observation, sur l'empirisme. Bon, on a vu la destruction. Passons maintenant à la reconstruction. Parce que sur les décombres de ce vieux monde, un nouveau commençait à émerger, avec des dynamiques sociales et économiques complètement inédites. C'est là qu'on voit comment la catastrophe a en fait forgé une nouvelle société. Les changements concrets sont assez frappants. L'économie basée sur le salaire, ça crée une nouvelle mobilité sociale pour les survivants. Pour les femmes, avec tant d'hommes disparus, de nouvelles opportunités apparaissent, elles peuvent hériter de terres, gérer des entreprises, et elles ont plus de liberté pour choisir leur mari. C'est un paradoxe, mais la société est devenue plus dynamique.
Mais ces nouvelles dynamiques ont aussi créé de nouvelles tensions. L'exemple de Barcelone est fascinant. On y voit apparaître des conflits de classe qu'on pourrait qualifier de modernes. D'un côté, il y a la biga, la haute bourgeoisie qui voulait libéraliser le commerce. De l'autre, la busca, les artisans qui réclamaient du protectionnisme et une part du pouvoir municipal. C'est une lutte pour le contrôle de la ville qui aurait été juste impensable avant la peste. Et ces conflits, ils étaient alimentés par une réalité démographique brutale. Des régions comme la Catalogne ont perdu près de 40% de leur population. Des villes comme Barcelone ont vu leur population chuter de plus de la moitié. Ce vide a créé un appel d'air, ça a déstabilisé les anciennes hiérarchies et ça a permis à ces nouveaux groupes sociaux d'émerger et de faire entendre leurs revendications. Mais attention, ce serait beaucoup trop simple de dire que la peste noire a causé le monde moderne. L'histoire est toujours plus complexe que ça. Il faut vraiment faire la différence entre un catalyseur et une cause unique. C'est la grande question. Est-ce que la peste a provoqué la Renaissance? L'idée est séduisante, c'est sûr. Mais la réalité est bien plus subtile. La peste n'a pas créé la Renaissance à partir de rien. Il y a deux manières de voir l'histoire. Une vision simple, linéaire, où un événement A cause un événement B. Et puis il y a une vision plus complexe, où plein de facteurs s'entremêlent. La vérité, c'est que, avant la peste, l'Europe était déjà en pleine mutation. Le commerce avec l'Orient se développait, ça amenait de nouvelles richesses, de nouvelles idées, de nouvelles cultures. Voilà l'idée essentielle à retenir. La peste noire n'a pas allumé le feu du changement. Elle a agi comme un accélérateur incroyablement puissant. C'est comme si elle avait jeté de l'huile sur un feu qui couvait déjà. Elle a balayé les vieilles structures qui freinaient ces transformations et ça a permis aux nouvelles forces de s'exprimer pleinement et surtout beaucoup plus vite. L'écho de cette catastrophe, il résonne encore aujourd'hui. La grande leçon de la peste noire, c'est que les crises profondes, aussi horribles soient-elles, ne ramènent jamais le monde à son état d'avant. Elles le reconfigurent, de manière fondamentale et souvent de manière totalement imprévisible. Et ça nous laisse avec une question pour notre propre époque. Si une catastrophe peut forger un nouveau monde, qu'est-ce qu'on est en train de construire, nous, à partir de nos propres crises? C'est une pensée qui mérite qu'on s'y attarde.